Voici une capsule portant sur l'étude des miroirs courbes. Avant tout, on retrouve sur le site patiosciences.com les cours de chimie, de physique et de sciences et technologies de l'environnement. Cette capsule a pour but de faire le parallèle entre le miroir concave et le miroir convexe. Il n'y a pas de document PDF accompagnant cette vidéo. Vous pouvez donc prendre des feuilles et écrire cette théorie, ainsi vous allez mieux la retenir. On n'oublie pas que le miroir concave, on l'appelle aussi miroir convergent. Pourquoi? Eh bien, les rayons qui frappent ce miroir, s'ils sont parallèles par exemple, eh bien, ils sont réfléchis de telle sorte qu'ils convergent. Dans cette situation, nous avons des rayons incidents parallèles. Lorsqu'ils sont réfléchis par le miroir concave, ils passent par le foyer. Pour le miroir convexe, c'est aussi un miroir divergent. Alors ici, lorsque nous avons des rayons qui sont parallèles, des rayons incidents, ces rayons sont réfléchis de telle sorte que leur prolongement passe par le foyer. Et on peut voir que les rayons réfléchis divergent. Maintenant, voyons chacun des deux miroirs en lien avec le champ de vision. Alors pour un miroir concave, si on veut tracer le champ de vision, il suffit de diriger des rayons réfléchis en direction de l'observateur, en partant de l'extrémité du miroir concave. C'est un rayon réfléchi qui arrive à son œil. À l'autre extrémité du miroir, on procède de la même manière. Donc, nous avons les deux rayons réfléchis qui arrivent à l'observateur. Par la suite, il suffit d'appliquer simplement les lois de la réflexion. Nous avons ici le foyer, nous avons ici le centre de courbure. Donc, nous allons appliquer les lois de la réflexion, c'est-à-dire que l'angle d'incidence, il est égal à l'angle de réflexion. Pour ce faire, au point d'incidence ici, nous allons tracer une normale. Même chose de l'autre côté, au point d'incidence ici, nous allons tracer une normale. Ainsi, nous allons pouvoir mesurer l'angle d'incidence, l'angle de et par la suite tracer l'angle de réflexion. Alors, ce sont nos normales. Nous savons que les normales pour un miroir courbe sont tracées à partir du point d'incidence sur le miroir et la normale passe par le centre de courbure. Maintenant, avec le rayon ici qui est réfléchi, nous pouvons mesurer un angle avec le rapporteur d'angle, toujours par rapport à la normale, et ainsi tracer le rayon incident. Je vais faire ça à main levée. Donc, si j'ai mesuré par exemple un 10 degrés, je vais donc faire un rayon incident. Je vais prendre vraiment un rayon. Donc, un rayon incident avec la normale, il va former le même angle. Donc, supposons que j'ai un angle de 10 degrés. Alors ici, j'aurai donc le même angle. Alors, l'angle d'incidence, il est égal à l'angle de réflexion. Je procède de la même manière pour l'autre extrémité. Au point d'incidence, nous allons faire arriver un rayon incident qui aura le même angle que l'angle de réflexion. Il suffit de mesurer avec le rapporteur d'angle. Alors, supposons encore une fois que l'angle était de 10 degrés. Alors, nous allons mesurer un 10 degrés ici aussi.
Et le champ de vision va se situer en sandwich entre les deux rayons incidents. Donc, si je prolonge les rayons incidents, je vais vous montrer. Donc, si je prolonge celui-ci, par exemple, je vais le prolonger. En passant, le champ de vision pour un miroir qui est concave, il est très petit. En effet, il faut être très près du miroir afin de voir une image qui est virtuelle, donc qui semble être derrière le miroir. Alors, ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est que les rayons incidents, ce sont eux qui délimitent le champ de vision, donc les rayons qui frappent le miroir. Alors, le champ de vision se retrouve en sandwich entre ces deux rayons incidents. Je vais hachurer avec de la couleur ici. On peut voir que le champ de vision, il est petit. Si nous avons un objet qui est situé ici, par exemple, l'observateur ne pourra pas l'observer dans le miroir. Par contre, si nous avons un objet qui est ici, comme il se retrouve en sandwich entre les deux rayons incidents, l'observateur va pouvoir le voir dans le miroir. Maintenant, le miroir convexe est le champ de vision. Celui-ci va nous donner un plus grand champ de vision. C'est un miroir que nous retrouvons par exemple dans les dépanneurs. Alors on va tracer le champ de vision de la même manière. Nous avons l'observateur, nous prenons l'extrémité ici du miroir et nous traçons un rayon qui est réfléchi. Donc c'est celui qui vient vers l'œil de l'observateur. Même chose pour l'autre extrémité, nous prenons un rayon qui est réfléchi vers l'observateur. Par la suite, il suffit de tracer la normale. Donc la normale ici, nous savons qu'elle doit passer par le centre de courbure. Elle va passer par le point d'incidence. Alors je vais m'ajuster. Donc elle va passer par le point d'incidence. Ainsi, je vais pouvoir mesurer des angles. Alors ici, et voilà. Même chose de l'autre côté, je vais faire passer une normale, toujours au point d'incidence. Le point d'incidence, c'est là où les rayons frappent le miroir. Et je vais relier le centre de courbure. Et voilà. Je vais prolonger vers le devant. Donc, on peut voir les deux normales. Par la suite, j'applique la loi de la réflexion qui dit que l'angle d'incidence, il est égal à l'angle de réflexion. Je suis en mesure de mesurer avec le rapporteur d'angle l'angle de réflexion qui est ici. Donc, supposons qu'il a une valeur de 30 degrés, peu importe, vous pourrez vous en faire un exemple avec votre rapporteur d'angle. Alors, je vais tracer le rayon incident de telle sorte qu'il va former avec la normale le même angle. Donc, voici, oups, on va aller vraiment chercher le rayon. Alors, on sort notre rapporteur d'angle, on dirige un rayon incident, on fait la même chose de l'autre côté, mais avant tout, on prend soin de bien mesurer pour avoir le même angle. L'angle d'incidence, il est égal à l'angle de réflexion. Alors, à l'autre extrémité, je trace aussi, on mesure, donc on mesure l'angle, et je trace le rayon d'incidence.
Alors là, le rayon d'incidence, en respectant le fait que j'ai le même angle, là, vous comprenez que j'ai travaillé à main levée, là. Donc, je n'ai pas rien mesuré. Alors ici, c'est simplement pour vous illustrer comment le champ de vision, comment il est grand comparé à un champ de vision lorsque nous sommes positionnés devant un miroir concave. Alors, devant le miroir convexe, le champ de vision il est beaucoup plus grand. Il est situé entre les deux rayons incidents. Alors, ça fait une très grande zone. Donc, la zone, on peut prolonger davantage nos rayons incidents. Donc, ça fait une énorme zone très, très grande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, qu'un objet qui est placé ici sera vu par l'observateur dans le miroir. Par contre, si l'objet est placé ici, comme il n'est pas en sandwich entre les deux rayons incidents, il ne pourra pas être vu par l'observateur. Donc, si j'ai un objet ici, il pourra être vu. Maintenant, voyons les rayons principaux pour chacun des miroirs. Le miroir concave, on n'oublie pas que c'est un miroir convergent. Alors, si nous avons un rayon qui est parallèle à l'axe principal, celui-ci sera réfléchi en passant par le foyer. Les rayons principaux vont nous servir à construire, à illustrer les images d'un objet placé devant un miroir concave. C'est pour cette raison que nous faisons l'étude des rayons principaux. Par la suite, un deuxième rayon principal, donc par exemple donc le rayon incident qui passe par le foyer, alors celui-ci sera réfléchi parallèle à l'axe principal. Maintenant, un troisième rayon, c'est celui qui passe par le centre de courbure. Il sera réfléchi sur lui-même. Alors, on va écrire tout simplement les deux flèches. Il y en a une qui va en direction du miroir pour montrer que le rayon est incident et une deuxième flèche qui montre qu'il revient sur lui-même. Donc, voici les trois rayons principaux. Bien sûr, il existe des rayons quelconques que nous pouvons utiliser pour la formation des images. Donc, vous pouvez retourner voir votre théorie. Pour le miroir convexe, un rayon qui sera parallèle à l'axe principal sera réfléchi de telle sorte que c'est son prolongement qui passe par le foyer. Alors, le prolongement, je vais le montrer en pointillé. Donc, je vais le démontrer de cette manière, en pointillé. Par la suite, je vais démontrer avec le rayon réfléchi de cette manière, donc que son prolongement passe vraiment par le foyer. Et on voit que le miroir est divergent, que le rayon diverge, pardon. Donc c'est un miroir divergent, le rayon diverge, il ne converge pas. Par la suite, nous avons un rayon incident dont le prolongement passe par le foyer. Alors ça veut dire que il faut le prolonger. Donc, si on voit par exemple un rayon incident qui arrive de cette manière, devant un miroir qui est, je vais juste l'ajuster, donc devant un miroir qui est divergent, un miroir qui est convexe, alors il faut prolonger avec notre règle de telle sorte que ça va nous permettre en fait de visualiser si son prolongement passe par le foyer. Alors ici, je vais juste retourner, sélectionner mes pointillés. Alors ici, si
avec la règle, on prolonge. Alors on remarque qu'il passe par le foyer. Donc on le prolonge. Par la suite, si c'est le cas, donc le rayon incident, son prolongement passe par le foyer, eh bien celui-ci sera réfléchi de telle sorte qu'il sera parallèle à l'axe principal. Maintenant, un autre rayon, cette fois-ci, un rayon qui va passer par, son prolongement va passer par le centre de courbure. Donc, son prolongement semble passer par le centre de courbure. Alors, supposons celui-ci. Alors, son prolongement, si on vérifie, je vais juste bien le positionner. Donc, si on prolonge, nous allons observer qu'il va passer, que son prolongement va passer par le centre de courbure. Alors, avec la règle, on s'enligne et voilà. Si c'est le cas, à ce moment-là, le rayon réfléchi, en fait, le rayon incident et le rayon réfléchi, donc sont confondus, sauf que le sens, il est différent. Donc, le rayon incident va vers le miroir, mais comme son prolongement passe par le centre de courbure, il est réfléchi sur lui-même. Si nous avions des rayons quelconques pour les deux miroirs, il suffit de faire passer une normale au point d'incidence qui va relier la normale. La normale va relier le point d'incidence au centre de courbure et faire un peu ce qu'on a fait pour le champ de vision tout à l'heure au niveau de la loi de la réflexion. Donc, si nous avons un rayon qui est quelconque, et je répète, même un rayon quelconque peut être utilisé pour trouver l'image d'un objet qui est placé devant un miroir. Maintenant, l'étude des rayons principaux, ça nous permet de tracer des images lorsque nous avons un objet qui est placé devant un miroir. Le miroir concave nous donne deux possibilités, une image réelle, une image virtuelle. Nous allons voir les deux. Dans votre théorie, allez voir les différentes situations. Il y en avait 6 pour le miroir concave. Moi, je vais vous en montrer 2. La première, l'objet est placé au-delà du foyer. Il est même au-delà du centre de courbure, c'est-à-dire devant le foyer, devant le centre de courbure. Le deuxième cas, l'objet sera placé entre le foyer et le miroir. Commençons par le premier cas. J'ai besoin d'utiliser deux rayons principaux. Alors, celui qui est parallèle à l'axe principal va être réfléchi en passant par le foyer. Un deuxième, celui qui passe par le foyer, il va être réfléchi parallèle à l'axe principal. Maintenant, lorsque les deux rayons réfléchis se rencontrent ici en un point, c'est à cet endroit que l'image sera formée. Nous partons de l'axe principal et nous allons vers ce point de rencontre. Alors, ça nous donne une image qui est inversée. Je vais juste la positionner un petit peu plus droite. Donc, ça nous donne une image qui est inversée. Dans cette situation-là, on peut voir qu'elle est plus petite, mais en fait, vous avez une image. Ce qui est important, c'est qu'elle est réelle et elle est renversée. J'ai travaillé à main levée, donc ça ne donnera pas exactement les positions et la représentation que vous avez sur votre tableau résumé dans votre théorie. C'est pour vous montrer
qu'un objet qui est placé au-delà du centre de courbure, eh bien, il va nous donner, ou au-delà du foyer, il va nous donner une image qui sera réelle. Une image réelle, on peut la capter sur un écran. Donc l'écran serait positionné à cet endroit. La deuxième situation avec le miroir concave, c'est lorsque l'objet est placé entre le foyer et le miroir. Nous aurons une image virtuelle. Alors, je prends un premier rayon, celui qui est parallèle à l'axe principal. Il va être réfléchi en passant par le foyer. On part toujours au sommet de l'objet. Je vais prendre le deuxième rayon incident, celui qui va passer par le centre de courbure. Celui-ci sera réfléchi sur lui-même. Je vais le positionner un peu plus précis. Alors lui va être réfléchi sur lui-même. Je vais le montrer avec ma flèche ici qui représente le rayon incident. Alors il est réfléchi sur lui-même. Lorsque nous prolongeons les deux rayons réfléchis, donc j'en ai un ici et j'en ai un ici. Donc je vais prolonger les rayons réfléchis. À ce moment-là, nous allons avoir un point de rencontre. Donc, lorsque on va prolonger celui-ci, par exemple, donc le rayon réfléchi, même chose, celui-ci, nous allons avoir un endroit où le prolongement, nous avons le point de rencontre. Donc, le prolongement donne un point de rencontre à peu près ici. Alors, à ce moment-là, nous sommes en mesure de tracer l'image de l'objet. On part de l'axe principal et nous allons rejoindre là où se rencontre le prolongement des rayons réfléchis. Nous avons donc une image virtuelle. Je vais la positionner correctement. Et voilà. Alors, on peut voir le parallèle entre les deux situations. Première situation, l'objet était placé au-delà du foyer. La deuxième, l'objet était placé entre le foyer et le miroir. Nous avons obtenu une image. Cette fois-ci, elle est virtuelle. Et une image virtuelle, elle est droite. La personne qui serait placée devant le miroir concave à cette position pourrait voir son image qui semble être derrière le miroir et qui est beaucoup plus grande que son visage. Le miroir concave est un miroir grossissant. Donc, lorsqu'on voit son image à l'intérieur du miroir, c'est une image virtuelle et elle est toujours plus grande. Et lorsque nous avons une image qui est réelle, il faut la capter sur un écran. Donc, ça, c'est la situation où l'objet est placé au-delà du foyer. Toujours associer le mot réel à écran. Maintenant, avec le miroir convexe, il n'y a qu'une situation. La raison, c'est que le miroir convexe donne seulement une image qui est virtuelle. Alors, nous allons le démontrer. On va tracer les deux rayons qui sont principaux. Celui qui est parallèle à l'axe principal est réfléchi de telle sorte que son prolongement passe par le foyer. Alors, si je montre son prolongement, je vais le montrer de cette manière. Donc, si on le prolonge, alors son prolongement passe par le foyer. Le deuxième, nous allons prendre celui qui semble passer par le centre de courbure. Il est très simple. Le rayon sera réfléchi sur lui-même.
Donc, celui qui semble passer par le centre de courbure. Donc, on trace nos pointillés. Ça nous permet de prolonger et d'aller vérifier. Donc, celui qui passe par le centre de courbure. Eh bien, celui-ci sera réfléchi de telle sorte que le rayon réfléchi, donc il revient sur lui-même de cette manière. Maintenant, on voit bien que les deux rayons qui sont réfléchis ne peuvent pas se rencontrer, un peu comme pour le miroir concave avec la deuxième situation. Les rayons qui étaient réfléchis ne pouvaient pas se rencontrer. À ce moment-là, c'est le prolongement de ces rayons-là qui vont se rencontrer. Et dès que c'est le prolongement des rayons réfléchis qui se rencontrent, nous avons une image virtuelle. Alors ici, le prolongement du rayon réfléchi qui passait par le centre de courbure et le prolongement du rayon réfléchi qui passait par le foyer. Alors, on peut voir le point de rencontre. À cette position, nous allons tracer l'image en partant de l'axe principal et en allant au point de rencontre. Donc, on peut observer que l'image, elle est petite. Donc, ici, elle est virtuelle, l'image. Virtuelle va toujours avec droite, elle est droite, elle n'a pas la tête en bas. Et par la suite, on a toujours que l'image va être plus petite que l'objet. Donc, la hauteur de l'image, elle est toujours inférieure à la hauteur de l'objet. Contrairement au miroir concave, lorsque nous avons une image virtuelle, elle est toujours plus grande. Ça va être important de faire la distinction entre les deux miroirs parce que sinon, ça peut être très mélangeant. Maintenant, il n'y a pas d'autre situation pour le miroir convexe étant donné qu'il nous donne toujours une image virtuelle. Une personne qui est placée devant un miroir convexe arrive à voir son image derrière le miroir et cette image, elle est toujours plus petite. Donc maintenant que nous avons vu les rayons principaux, la formation des images, nous allons voir les lois, les formules mathématiques qui sont en lien avec les miroirs. Donc, nous allons déterminer dans un premier temps nos variables que nous allons retrouver dans les formules. Alors, simplement, pour l'objet, nous avons la hauteur qu'on note HO. Pour l'image, nous avons sa hauteur qu'on note HI. C'est la même chose pour le miroir convexe, donc la hauteur de l'objet HO, la hauteur de l'image HI. Mais ce que nous remarquons ici, c'est que l'image, elle est renversée dans cette situation-là. Nous avons une image qui est réelle. Lorsque nous allons utiliser les formules mathématiques, il y aura des conventions à respecter. Lorsque nous avons une image qui est réelle, donc c'est-à-dire renversée, eh bien, la hauteur de l'image sera négative. À l'inverse, lorsque nous aurons une image qui va être virtuelle, que ce soit pour le miroir concave ou le miroir convexe, nous savons qu'elle est droite. À ce moment-là, la hauteur de l'image sera positive. Donc, nos conventions sont très importantes. Si nous avons une image réelle, il faudra, si nous avons à utiliser la hauteur de l'image dans une formule mathématique, faire suivre le moins qui va accompagner la mesure de l'image qui est réelle. On a vu tout à l'heure qu'avec un miroir concave, nous pouvons avoir une image qui est virtuelle. Alors, même chose dans cette situation,
l'image elle est virtuelle, à ce moment-là, nous avons la hauteur de l'image qui va être positive, pardon. Donc positive puisque l'image elle est droite. Donc virtuelle est toujours associée à image droite. Maintenant, nous avons la distance entre l'objet et le miroir. Nous la notons D indicée du petit O pour distance objet-miroir. Donc, dans les deux cas, que ce soit une image virtuelle, réelle, peu importe, le DO, il est toujours positif. Donc, dans nos conventions, le DO est toujours positif dans nos conventions de signes. Donc, quelle que soit la situation, la distance qui est objet, miroir, c'est une mesure qui va être accompagnée du signe positif, d'un signe positif. Maintenant, nous avons la distance image-miroir, le DI. Nous la retrouvons ici, nous la retrouvons ici, et pour le miroir convexe, nous la retrouvons ici. Nous remarquons que lorsque nous avons une image qui est virtuelle, le DI est derrière le miroir. Alors, ce qui est derrière le miroir a un signe négatif. Alors, vous pouvez le retenir de cette manière. Alors, ici, le DI, la distance entre l'image et le miroir, c'est devant le miroir. Alors, nous lui donnons une valeur positive. Pour ce qui est de l'image virtuelle, le DI sera négatif parce que nous avons une image qui est située derrière le miroir. Elle est virtuelle, alors nous allons faire suivre le signe négatif à cette mesure. Donc, si nous avons une mesure de 3 cm entre le miroir et l'image, eh bien, il faudra accompagner le 3 cm du moins. Donc, ça va donner moins 3 cm. Ça va être important d'utiliser moins 3 cm dans les formules. Même chose pour le miroir qui est convexe, le DI sera négatif. Par la suite, donc nous avons le HO, HI, DO, DI. Nous avons par la suite les distances focales. Donc les distances focales qu'on appelait petit f ou petit L indicé de f, eh bien pour un miroir qui est concave, voyez-vous le foyer il est devant le miroir, c'est toujours une valeur positive, même si nous avons une situation où on obtient une image virtuelle. La distance focale, elle est toujours positive. Par contre, pour un miroir convexe, comme le foyer est comme derrière le miroir, sa distance focale, lorsque vous aurez à la mesurer, par exemple, ou à l'utiliser pour une formule, eh bien, il faudra l'accompagner d'une valeur négative. Alors, vous avez un très beau parallèle pour vos conventions de signes. En fait, vous pouvez retenir les mesures qu'on doit mesurer, mais qui sont derrière le miroir, sont négatives. Donc, le DI, par exemple, pour une image virtuelle, ou bien le foyer qui est derrière pour un miroir convexe. Alors, on attribue des signes négatifs à ces mesures. Maintenant, allons voir des situations. Pour le miroir concave, il y en aura deux. Le premier cas où nous aurons une image réelle, donc renversée, et une deuxième situation où nous aurons une image virtuelle, donc droite. Et par la suite, nous allons voir un seul exemple avec le miroir convexe, puisqu'il nous donne simplement une image virtuelle. Alors, posons notre situation, notre problème, la situation 1. Nous avons un objet de 4 cm. On peut l'illustrer à main levée. Ça va nous donner une représentation plus
plus visuel de la situation. Donc, nous avons un objet qui est situé à 4 cm, de 4 cm de hauteur, pardon, qui est situé à 30 cm d'un miroir convergent. Le rayon de courbure, c'était le grand R. Alors lui, on savait que c'était 2 fois la distance focale. Donc, c'est une façon indirecte de nous donner la distance focale. Il suffit de prendre le rayon de courbure divisé par 2. Donc, ça veut dire 30 cm divisé par 2. Nous avons donc une distance focale de 15 cm. Ça veut dire que si... oups, j'ai fait une erreur. Excusez-moi, je n'ai pas lu complètement ma situation. Je ne vais pas recommencer l'enregistrement. Le rayon de courbure, il était de 10. Je m'excuse. Donc, de 10. Je n'avais pas continué de lire. Je m'excuse. Donc, ici, vous avez 10 cm pour le rayon de courbure, hein, parce que ça génère un cercle. Le miroir génère un cercle. Donc, 10 divisé par 2, ça va nous donner la distance focale ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on mentionne? On mentionne que l'objet est situé à 30 cm. Ça veut dire qu'il est au-delà du foyer. Nous allons donc avoir une image qui sera réelle. Je vais la dessiner à main levée. Donc, ce n'est pas vraiment représentatif parce que tout est à main levée, il n'y a rien à l'échelle. Et nous avons à ce moment-là une image réelle qui va être inversée ici. Donc, comme nous avons un miroir concave, la convention des signes est la suivante. Pour la distance focale, c'est toujours positif. Le DO nous a été donné, il est de 30 cm. Il est toujours positif. Nous aurons donc, avec les formules, un DI qui sera positif puisque l'image est placée devant le miroir et elle est réelle. Nous avons comme autre information que la hauteur de l'objet, elle est de 4 cm. Nous avons des données numériques qui nous permettent d'utiliser les formules mathématiques. Alors, dans un examen ou dans des exercices, on pourrait tout simplement vous demander de donner les caractéristiques de l'image. Si c'est le cas, alors il faut dire, est-ce qu'elle est réelle ou virtuelle? Donc, ici, elle est réelle. Donc, ça veut dire renversée. Donc, on écrit aussi renversée. Elle est ensuite au niveau du DI à quelle position? Nous allons la trouver. Et elle a quelle hauteur? Si toutefois vous n'êtes pas capable de trouver la hauteur pour une question dans un examen ou dans les exercices, une question où on vous demande de trouver les caractéristiques, mais que vous n'êtes pas capable de trouver la hauteur de l'image, eh bien, trouvez le grandissement. D'ailleurs, cette situation, c'est ce qu'on nous demande. On nous demande de trouver la position de l'image, donc le DI, le grandissement et la hauteur de l'image. Mais si on ne précisait pas ces caractéristiques-là, eh bien, on aurait à dire réel renversé, on aurait à donner le DI, le HI, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, le grandissement. Mais si vous êtes capable de donner le HI, vous donnez seulement le HI. Allons voir maintenant les formules que nous avons. Nous avons celle-ci qui nous permet de calculer le DI. Alors, nous allons substituer nos valeurs. La distance focale, je vais laisser tomber le traitement des unités, là. La distance focale, elle est de 5 cm. Le DO, il est de 30 cm. Le DI, c'est ce que nous cherchons. Dans un examen, vous pouvez montrer la chose suivante et donner par la suite le DI. Donc, vous utilisez la fonction x-1 ou 1 sur x avec votre calculatrice pour calculer rapidement la valeur du DI. Alors, le DI nous donne une valeur positive, c'est normal, puisque c'est une image qui est réelle. Maintenant, une fois que nous avons le DI, on peut calculer, on peut mesurer la hauteur de l'image, on peut la calculer. Nous avons deux possibilités parce que nous avons la formule
avec la double égalité. Donc, nous avons le choix d'utiliser celle que nous voulons. Alors, on nous demande le grandissement, mais le grandissement, c'est en même temps ce rapport-là, ou bien le rapport de moins DI sur DO. Et on nous demande aussi la hauteur de l'image. Donc, on peut utiliser cette première égalité. HI sur HO, qui est égal à moins DI sur DO. Vous pouvez substituer et isoler après, mais vous pouvez aussi isoler tout de suite. Donc, on va faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, ce qui va nous donner DO fois HI, qui est égal à HI fois moins DI. Et lorsqu'on isole HI, ça nous donne HO fois moins DI, le tout divisé par DO. Si nous substituons, nous avions 4 cm. Nous avons trouvé un DI qui était égal à 6. Il faut accompagner ici le moins. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le virtuel. Ça fait partie de la formule. Faites attention là. Donc le moins, c'est comme moins 1 fois notre valeur DI que nous avons trouvée, là, 6 cm. Le tout divisé par le DO qui est de 30 cm. Nous remarquons que dans cette situation, la hauteur de l'image correspond à une valeur négative. Cela veut dire que nous avons une image réelle renversée. Donc l'image, elle est réelle renversée. C'est pour cette raison que nous avons le moins. Alors c'est très important d'interpréter que veut dire le signe devant la hauteur de l'image. On remarque aussi que l'image elle est plus petite que l'objet parce qu'en valeur absolue, nous avons une valeur qui est inférieure à 1. Alors maintenant, le grandissement, on peut utiliser n'importe laquelle des formules. On peut utiliser le moins DI sur DO ou bien le HI sur HO, c'est comme vous voulez. Alors on fait attention, le moins, ça veut dire moins 1, fois le DI qui était de 6 cm, divisé par le DO qui est de 30 cm. Alors, nous allons voir que tantôt, j'ai fait une petite erreur. Ce n'est pas parce que le 0,8 est inférieur à 1. Là, je pensais à mon rapport de grandissement. On voit tout simplement que 0,8 cm, c'est la hauteur là, de l'image et la hauteur de l'objet, elle était de 4 cm. Donc, on peut voir que c'est plus petit. Mais par le grandissement, lorsque cette fraction est inférieure à 1, bien, ça nous montre que l'image, elle est plus petite que l'objet. Hein, parce qu'on aurait pu prendre cette formule, on aurait pu prendre pour le grandissement cette formule-là, et on peut voir, on peut observer la comparaison entre la hauteur de l'image et la hauteur de l'objet. Alors, nous avons vu en théorie que si c'était plus petit, ce rapport-là, que 1, eh bien, l'image, elle est plus petite que l'objet. Si c'était égal à 1, alors l'image et l'objet ont la même grandeur, et si c'était supérieur à 1, eh bien, l'image est plus grande que l'objet. Je reviens ici. Alors, ça nous donne un grandissement. C'est normal que le grandissement, il est négatif, puisque ça nous indique que nous avons une image qui est réelle. À noter que le grandissement n'a pas d'unité, parce que les unités se simplifient. J'avais 6 cm pour le DI, j'avais 30 cm pour le DO. Alors, nous avons trouvé toutes les caractéristiques. Je vais aller faire tout de suite la deuxième situation pour le miroir qui est concave. Même chose, ici, on peut se faire une représentation à main levée, mais cette fois-ci, nous aurons une image qui sera virtuelle puisque l'objet, il est placé entre le foyer et le miroir. Donc, je vais tracer mes rayons principaux qui vont me permettre de trouver l'image. On voit que les rayons réfléchis ne pourront pas se rencontrer. Ce sera le prolongement. Je vais tricher un petit peu pour ne pas trop aller dans mes mots.
Alors, nous avons une image qui est virtuelle. Dans le cas d'un miroir concave, nous avons toujours, lorsque c'est une image qui est virtuelle, une image qui va être plus grande que l'objet, tout le temps. Alors ici, la situation est la suivante. Nous avons un objet qui a une hauteur de 4 cm. Il est situé, donc le DO, à 4 cm. Le rayon de courbure, nous l'avons calculé tantôt, nous l'avons utilisé tantôt pour calculer la distance focale. Donc, nous avons une distance focale de 5 cm. C'est un miroir concave. Donc, la convention des signes, c'est que le foyer est toujours positif. Et encore là, nous avons à déterminer le DI, le HI et le grandissement. Alors, elle est virtuelle et droite. Nous allons utiliser la formule 1 sur F qui est égal à 1 sur DO plus 1 sur DI. Vous allez voir automatiquement le signe apparaître. Donc, nous avons ici, nous avons une image qui est virtuelle. Lorsque vous allez substituer les valeurs, donc j'ai le DO qui est à 4 cm cette fois-ci. Donc, regardez, lorsque vous allez isoler le 1 sur DI, ça va donner 1 divisé par 5 moins 1 divisé par 4. 1 divisé par 4, c'est supérieur à 1 divisé par 5. Donc, nous allons avoir une valeur négative là, qui va s'installer. Alors, lorsque vous allez prendre votre calculatrice pour calculer le DI avec la fonction x-1 ou 1 sur x, vous allez trouver un DI qui sera négatif. C'est normal. Rappelez-vous de la convention des signes. Nous avons dit que ce qui était virtuel pour le DI, alors c'est négatif. Donc, ce qui est positionné derrière le miroir, cette mesure, si vous retournez voir les situations, alors ici, la mesure, ici, DI, elle est derrière le miroir. Donc, nous avons une valeur qui est négative. Maintenant, nous allons mesurer la hauteur de l'image. Je vais prendre cette égalité. Donc, nous avons le moins DI. Le moins fait partie de la formule, là. Bon, le moins DI sur DO. Je vais isoler, donc HI fois DO, qui est égal à moins DI fois HO. Je vais isoler le HI, ce qui va donner moins DI HO divisé par DO. Si on substitue, alors faites attention. Le moins DI, c'est comme moins 1 fois DI. Mais le DI avait une valeur négative ici, donc moins 20, fois le HO qui est de 4 cm. Par la suite, nous allons diviser par le DO qui était de 4 cm. Donc, voyez-vous, nous allons avoir moins 1 fois moins 20 fois 4 divisé par 4, ce qui va donner la hauteur de l'image positive de 20 cm. Pourquoi? Elle est virtuelle, elle est droite, elle est virtuelle. De plus, si on retourne voir notre mise en situation, cette image, donc elle est obtenue par le prolongement des rayons réfléchis. Elle est toujours plus grande pour un miroir concave. Donc, lorsqu'elle est virtuelle pour un miroir concave, elle est toujours plus grande. Ça peut être mélangeant parce que lorsqu'elle est virtuelle pour un miroir convexe, elle est petite. Maintenant, je vais calculer le grandissement. Le grandissement, eh bien, on peut prendre le HI sur le HO, c'est comme vous voulez, ou le moins DI sur DO. Alors, le grandissement ici, nous avons eu une valeur positive pour la hauteur de l'image et la hauteur de l'objet, elle est de
4 cm. On voit bien que les unités de centimètres vont se simplifier. Nous obtenons la hauteur qui est égale à 5 cm. Donc, pas la hauteur, mais le grandissement, pardon, qui est égal à 5 et qu'il n'y a pas d'unité. J'ai été distraite 2 secondes, je m'excuse. Donc, c'est supérieur à 1. Qu'est-ce que ça veut dire un grandissement de 5? Ça veut dire que l'image, elle est 5 fois plus grande que l'objet. Donc, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, nous retournons ici pour le miroir convexe. Le miroir convexe, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous avons juste une situation unique puisque nous obtenons simplement des images qui sont virtuelles. C'est important, la convention des signes, nous allons l'appliquer. Donc, si nous avons un objet qui est placé devant un miroir, qui est convexe, nous allons avoir une image virtuelle qui sera toujours plus petite que l'objet. Donc là, j'y vais rapidement à main levée. Donc, l'image va se former ici au point de rencontre du prolongement des rayons réfléchis. Elle sera petite. Nous avons donc un objet qui est égal à 4 cm. Il est situé à 5 cm, donc le DO, 5 cm. Le rayon de courbure, on peut le faire, mais on le fait tantôt, c'est 10 divisé par 2. Donc, nous avons 5 cm. Et là, il faut allumer parce que nous avons un miroir qui est convexe. Ce qui est très important, notre convention des signes, lorsque nous allons utiliser les formules, il faut mettre le signe négatif à notre foyer. Il est derrière le miroir. Donc, c'est important de penser à cela. Maintenant, nous avons les caractéristiques à donner. On va dire que l'image est virtuelle, droite, mais comme nous avons des valeurs numériques de données, nous sommes en mesure d'aller calculer la hauteur de l'image, la position de l'image. Nous allons utiliser cette formule. Nous allons substituer. Donc, la distance focale, on accompagne la valeur du 5 cm avec le moins. Nous avons un DO qui est égal à 5. Nous cherchons le DI. C'est très important de faire suivre le moins pour la distance focale parce que sinon, nous aurions une situation qui est impossible. Donc, si on n'avait pas fait suivre le moins, ça ici donnerait 0. Ça ne fonctionnerait pas puisque pour trouver le DI, il faudrait diviser par 0. Donc, 1 divisé par 0 et ça, c'est impossible, la division par 0. Alors ici, vous prenez votre calculatrice avec votre fonction x-1 ou 1 sur x et on obtient un DI ici qui va être égal à moins, donc la valeur va être négative, moins 2,5 cm. Encore là, le moins veut dire que c'est virtuel, c'est placé derrière le miroir. Donc, si vous allez voir la situation, l'image ici par rapport au miroir, elle est derrière le miroir. Donc, le DI est négatif. Très important, la convention des signes, puis comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça peut être très mélangeant. Ensuite, on peut calculer la hauteur de l'image avec cette égalité. Bon, là, c'est toujours la même chose lorsque nous isolons, là. Alors, je vais l'écrire tout de suite. Nous allons substituer. Alors ici, nous avons eu un moins. Attention, j'ai mon moins 1 qui fait partie de ma formule. Je vais juste l'écrire un peu plus droit. Donc, nous avons le moins 1 qui fait partie du DI, là, fois, et là, le DI qui était de moins 2,5, on fait suivre le moins, là, fois la hauteur qui était de 4 cm, le tout divisé par le DO qui était de 4, le DO qui était de 5 lorsque nous avons posé le problème,
il était de 5 cm. Alors on obtient une hauteur, donc pour la hauteur de l'image ici, on obtient 2 cm. C'est normal, puisqu'avec un miroir qui est convexe, lorsque nous avons du virtuel, nous avons toujours du virtuel, eh bien, pour le miroir convexe, nous avons toujours que l'image, elle est plus petite que l'objet. En plus, nous avons une valeur positive de l'image, de la hauteur de l'image, puisqu'elle est droite. Elle est virtuelle et droite. Maintenant, pour le grandissement, on peut utiliser le HI sur HO. Nous avons donc le 2 cm divisé par le 4 cm, ce qui va nous donner 0,5. C'est positif. Pourquoi? Parce que nous avons une image qui est virtuelle. Alors, ça termine le parallèle entre les miroirs concaves et les miroirs convexes. Je le répète, je vous invite à prendre des feuilles brouillon et à refaire cette théorie. Donc, à ce moment-là, votre étude va être pratiquement toute faite pour un futur examen. Bonne étude!